la liberté a un prix. Il y a 10 ans a été créée TV Liberté. Les défis ont été relevés avec succès. TVL contre vents et marées, insultes et censures, a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aide publique du gouvernement. Cette somme astronomique, prise dans nos poches par l'État, est encore en deçà de la réalité. Les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 euros. 0. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement, à nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle parce que, décidément, oui, la liberté a un prix. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie, cette semaine en compagnie de Jean-Loup Isambert. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre, merci de votre invitation et bonjour à l'équipe de TV Liberté. Jean-Loup Isambert, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous êtes journaliste d'investigation indépendant spécialisé dans la grande finance, l'économie et la politique. Votre dernier ouvrage, le voici, Les Destructeurs, US Imperium, la fin, un nouveau monde émerge, c'est publié chez Jean-Cyril Godefroy. Alors, Jean-Louis Isambert, on le constate, les États-Unis sont en train de perdre leur hégémonie sur le monde, ça les rend littéralement fous. Est-ce qu'on peut dresser un état des lieux de la situation économique actuelle des États-Unis? Oui, bien sûr. L'état des lieux, il est d'abord financier, économique. C'est un État qui est surendetté aujourd'hui, puisque depuis, entre le moment où j'ai écrit la première partie de mon enquête, qui se terminait, je crois, au mois de juillet 2023, les États-Unis avaient un endettement total, non pas de 31 000 milliards de dollars, mais de 100 000 milliards de dollars, parce que on ne prend souvent en référence dans les médias français que la dette de l'État, alors qu'en réalité, c'est la dette de l'État, mais s'y ajoute effectivement en plus la dette des ménages, la dette des entreprises et la dette des collectivités territoriales. À l'époque, on était donc au mois de juillet à environ 100 000 milliards de dollars d'endettement. On en est aujourd'hui, fin du mois de novembre, à près de 140 000 milliards d'endettement total. Alors, ça veut dire que c'est un endettement catastrophique. Alors, vous entendez certains économistes dire « Oh, mais la dette, ce n'est pas un problème. N'importe comment, on peut toujours la renégocier et ça ne pose pas de préjudice au pays. » Oui, alors effectivement, il y a de manière régulière des négociations entre le Parti républicain et le Parti démocrate pour arriver à renégocier le plafond de la dette. C'est-à-dire que en gros, on négocie, c'est une sorte de marchandage et on donne l'accord au gouvernement pour qu'effectivement, il puisse continuer de payer les salaires de l'ensemble des fonctionnaires et que l'État puisse continuer d'exister, en gros. Et en réalité, on reporte, donc on augmente le plafond, mais la dette continue toujours de courir.
C'est-à-dire qu'elle s'alourdit de report en report, la dette continue de s'alourdir, c'est-à-dire que le pays est de plus en plus endetté. Et il s'endette là avec l'administration Biden d'autant plus rapidement qu'il y a eu des investissements énormes qui ont été faits, non pas au profit des États-Unis, mais au profit de la grande finance anglo-saxonne, principalement états-unienne, avec notamment le budget de l'armée, où on est à un budget officieux qui tourne autour de 1000 milliards de dollars quand même, plus les dépenses qui ont été faites pour la guerre en Ukraine, auxquelles s'ajoutent les répercussions des sanctions qui ont été prises contre la Fédération de Russie et qui se retournent aujourd'hui contre les pays sanctionneurs. Donc tout ça, ça fait déjà un ensemble sur le plan financier, une situation d'équilibre qu'on peut qualifier au moins d'instable. Et puis sur les finances américaines à l'international, vous précisez que dans son rapport de 2021, le FMI explique que les réserves de dollars ont baissé de 70% à 59% dans les banques centrales et que les transactions en dollars ont baissé également de 90% en 2015 à 46% en 2020. Tout à fait, ce processus continue. Dédollarisation totale. Tout à fait. Et c'est un processus qui continue aujourd'hui. Alors ça a des répercussions sur le plan interne aux États-Unis, dont parlent très peu les médias, au moins en France. À savoir que, par exemple, vous n'avez pratiquement plus aux États-Unis de droits économiques, de droits sociaux et culturels. Déjà, il faut savoir que, comme je l'explique, en 1966, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'Organisation des États-Unis avait été signé à l'époque par, je crois, 171 États sur 193. Et les États-Unis, aujourd'hui, n'ont toujours pas signé ce pacte. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est un morceau de papier. C'est un morceau de papier, mais c'est un engagement de l'État à prendre les dispositions pour faire que la population dispose effectivement de droits économiques, sociaux et culturels. Et qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est qu'il y a une accumulation des richesses, mais de manière éhontée, à un pôle de la société. Et pour la très grande majorité de la population, ce sont des difficultés qui s'accroissent, mais dans tous les domaines, je veux dire, qui s'accroissent sur les questions de la justice, sur les questions d'accès à l'école, à l'éducation, sur un tas de domaines, sur la simple question alimentaire. Voilà un pays qui est un pays quand même ultra moderne, qui s'est développé pendant des années, et vous avez aujourd'hui des dizaines de millions de citoyens qui survivent avec l'aide alimentaire. Oui, 37 millions en 2019. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une situation catastrophique. La justice, quand vous allez en justice, même si vous êtes dans votre droit, vous devez payer une caution pour être libéré dans l'attente d'être jugé. Mais vous avez une majorité de citoyens qui ne peuvent pas payer cette caution et qui se retrouvent en prison dans l'attente de pouvoir être jugés, alors que dans la majorité des cas, ils sont souvent innocents. Et on peut, depuis quelque temps, voir des vidéos sur les réseaux sociaux de scènes délirantes dans les rues de certaines grandes villes américaines où on voit des gens à l'état de zombies déambuler dans les rues, notamment avec la montée en puissance de ces nouvelles drogues, les opiacés, vendues par des laboratoires qui ont pignon sur rue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Louis Zambert, comment les États-Unis ont construit leur domination sur le monde? Et vous d'ailleurs citez Ralph Peters, qui est un ancien lieutenant-colonel et qui s'exprimait déjà en 97 en disant des choses assez curieuses. Oui, Ralph Peters était un membre du club qui s'appelait pour le nouveau siècle américain, c'est-à-dire qui réunit toutes les milieux impérialistes de Washington, parce qu'il n'y a pas que des impérialistes, mais ce sont eux qui sont au pouvoir maintenant depuis de nombreuses décennies, et qui expliquent très franchement, très carrément, que pour assurer une économie ouverte aux sociétés transnationales, il faut employer tous les moyens, et il le dit texto, commettre un bon paquet de massacres. Nous aurons besoin de commettre un bon paquet de massacres pour parvenir, et c'est ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui s'est passé contre la Fédération de Yougoslavie, c'est ce qui s'est passé contre l'Irak, c'est ce qui s'est passé contre la Libye, où M. Trump a lui-même reconnu quel intérêt à faire la guerre à Libye si ce n'est pas pour prendre le pétrole.
je veux dire, donc, c'est, si vous voulez, cette même politique qui se continue au travers des partis démocrates et des partis républicains, au profit, bien évidemment, des grandes sociétés et de la transnationale. Alors, je dirais pas une tradition, mais c'est la volonté de la grande finance états-unienne d'asservir le monde. Il faut savoir, et je travaille là-dessus sur une autre enquête et j'espère faire paraître sur l'Europe, sur l'Union européenne, à l'occasion vers le mois d'avril, mai prochain, 2024, je pense. Et je veux dire, j'ai trouvé des choses mais incroyables sur les réunions qui se tenaient déjà dans les années 25-30 pour choisir un candidat qui puisse accéder au pouvoir en Allemagne afin de favoriser les intérêts de la grande finance états-unienne. Et vous avez là, qui participent à ces réunions, les représentants des principales banques et des sociétés financières d'investissement, et qui ont choisi avec leurs homologues allemands le personnage d'Adolf Hitler pour accéder au pouvoir en Allemagne. Et ce sont les mêmes, du reste, qui feront une intervention auprès du chancelier allemand pour proposer la candidature d'Hitler. Donc, avec la même coopération du célèbre ministre des Finances allemand, Hjalmar Schacht, qui est passé à la postérité depuis. Vous parlez à ce titre de la méthode de domination des Américains, d'une véritable hypocrisie dans leur prise de pouvoir. Oui, parce que si vous voulez, le discours qui est tenu par les dirigeants des États-Unis, c'est nous voulons promouvoir la démocratie, nous agissons dans le cadre de la défense pour défendre les valeurs occidentales, mais en réalité, je veux dire, ça pardonnez-moi l'expression, mais c'est du pipeau. C'est le vernis, oui. Oui, voilà, on voit bien du reste comment, au travers des différents conflits que les États-Unis ouvrent à travers le monde, que la démocratie est le dernier de leurs soucis et qu'en général, les régimes qu'ils mettent en place après avoir mené des guerres, après avoir détruit des pays entiers, le peu de démocratie qui pouvait exister dans ces pays a été rayé de la carte et ce sont des régimes, des dictatures pratiquement qui sont mises en place. Regardez dans quel état est la Libye aujourd'hui, regardez l'Irak, vous voyez tout ce qui se passe en Afrique, ce qui s'est passé en Amérique latine, partout où ils peuvent essayer de placer des hommes. Alors évidemment, les gens qui sont au pouvoir à Washington, comme M. Biden, ils n'ont d'autre choix. Ils ont été sélectionnés par la grande finance et ils ont été sélectionnés parce qu'en arrivant à ce poste, ils sont là pour protéger les intérêts des grandes puissances d'argent qui n'ont que faire des nations, qui n'ont que faire des piopes et qui veulent transformer le monde en une grande marchandise où ils pourraient prendre en se partageant le marché, tantôt ici le pétrole, tantôt ici le titane, le cuivre, l'or, des richesses agroalimentaires, etc. À ce sujet, du reste, ce qui se passe en Ukraine est assez intéressant puisqu'on a vu que toute cette guerre qui a été menée, il y a vraiment un aspect qui est passé, je dirais pas complètement inaperçu, mais je dirais peu voyant dans les médias français, c'est tout ce qu'ont fait les dirigeants de sociétés transnationales pour s'approprier, pour transformer l'Ukraine en un marché. C'est-à-dire qu'ils ont fait privatiser complètement l'économie. Ils se sont appropriés, je pense à Dupont de Nemours, Monsanto, Cargill, qui se sont appropriés plus de 50% des bonnes terres arables pour essayer de développer les OGM notamment. Et donc il y a tout un tas de procédés, si vous voulez, qui sont restés les mêmes et qui se sont affinés avec le temps, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire que ce qui était avant, ce qui relevait de rencontres entre états-majors de banques et industriels, c'est devenu aujourd'hui, ils ont délégué un peu, eux ne prennent plus que les grandes décisions, mais ils ont délégué à des hommes que l'on appelle les assassins économiques, qui agissent au sein de cabinets, cabinets conseils, cabinets d'avocats, etc., le pouvoir de les renseigner sur les richesses qui existaient dans telle ou telle partie du monde, dans tel ou tel État, et y compris de créer des difficultés dans ces États de manière à pouvoir s'approprier ces richesses. Alors justement, vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, dès le début des années 70, l'État français a été littéralement infiltré par les milieux atlantistes pour, dites-vous, diviser et meurtrir l'Europe. Comment ce détournement s'est-il alors opéré? Si vous voulez, vous avez eu
à partir, avec le départ du général de Gaulle, avec l'arrivée de Georges Pompidou à l'Élysée et surtout de Valéry Giscard d'Estaing, vous avez un tas d'hommes atlantides, c'est-à-dire acquis à l'hégémonie des États-Unis, pour qui les États-Unis sont un modèle unique et en dehors de la politique intérieure et étrangère des États-Unis, il n'y a pas de salut, hein. C'est comme ça que ces gens raisonnent. Il faut bien voir qu'à Washington, dans ces milieux impérialistes, le mental de ces gens, moi j'ai eu accès à des documents, et je veux dire, les États-Unis ne peuvent pas exister autrement qu'en exerçant leur hégémonie sur l'ensemble du monde, quelles que soient les conséquences, y compris pour les citoyens des États-Unis du reste, hein. C'est vraiment, il nous faut imposer cette loi. On l'a vu dans les tractations qu'ils ont faites à la fin de la Première Guerre mondiale avec déjà les autorités, leurs homologues allemands et anglais. Et on le voit après, alors ça se passe en France de la même façon, où il va s'agir pour tous les clubs atlantistes sous forme d'associations, d'organisations. Alors vous en avez différentes, hein. La French American Foundation s'est implantée en France suite à une intervention du reste du président Valéry Giscard d'Estaing dans un déjeuner ou un dîner à l'ambassade des États-Unis. Et vous avez un tas d'associations et de cercles comme ça, dans lesquels vous retrouvez des banquiers, des capitaines d'industrie, des avocats d'affaires qui se chargent, si vous voulez, de détecter les gens qui peuvent servir les intérêts de la grande finance au départ, qui sont déjà un peu dans le moule, mais qui sont acquis à cette idée que sans les États-Unis, le monde n'existerait pas, en gros, que les États-Unis, c'est la démocratie, c'est la modernité, et il s'agit ensuite, une fois que ces individus sont sélectionnés, au travers de voyages, de conférences, de rencontres entre les milieux français, les milieux d'affaires aux États-Unis et d'autres, de promouvoir leur parcours au sein de l'appareil d'État. On C'est-à-dire, entendait récemment dans les médias Jacques Attali nous dire que le chef de l'État ne l'intéressait pas du tout parce qu'en réalité, comme il dit, le pouvoir n'est pas entre ses mains, il est ailleurs. Donc oui, tout on à fait. comprend avec ce que vous venez de nous dire où se place exactement le pouvoir. Depuis le début des années 90, depuis les débuts des années 90, excusez-moi, vous dites que les États-Unis redoutent de voir se construire ce que vous appelez l'Europe réelle. Alors, qu'est-ce que vous entendez avec cette expression? Ce que j'appelle l'Europe réelle, moi, c'est le continent européen, c'est-à-dire pour moi, ça va du détroit de Bering en passant par la Russie jusqu'à la mer d'Irlande. L'Union européenne, c'est quoi? Ce sont 27 États qui représentent plus ou moins 447-450 millions d'habitants sur 4,3 millions de kilomètres carrés. Et l'Europe réelle, de tous les peuples d'Europe, c'est quand même 57 pays avec une population de près de 840 millions d'habitants sur près de 32 millions de kilomètres carrés. Donc ça, ce sont des chiffres, mais derrière ces chiffres, il y a la culture des peuples, il y a des nations qui se sont construites au travers de l'histoire, qui ont fait avancer le monde bien avant que les États-Unis ne commencent à exister, qui ont été un véritable creuset de civilisation avec des cultures très différentes. Quand vous allez de l'Irlande à Moscou, en passant par Helsinki ou la Grèce, vous avez une richesse incroyable de culture et vous avez une richesse de territoire. Richesse, ce n'est pas seulement le pétrole, le gaz, l'or, le titane, des minerais précieux. Ce sont aussi des peuples qui ont toute une culture, alors avec des chocs évidemment, comme l'histoire, qui sont liés à l'histoire. Et les États-Unis ont très peur que cette Europe réelle, ce que j'appelle moi l'Europe réelle, se retrouve, c'est-à-dire se construise, qu'il y ait une véritable construction européenne, non pas dans une pyramide enfermée, dans une pyramide qui ressemble à une tour de Babel pour assurer l'hégémonie des États-Unis ou pour assurer l'hégémonie d'un autre État, mais qu'il y ait une Europe de la coopération entre les nations, une Europe de la coopération entre les peuples Ce que font pour les BRICS. avancer.
Voilà, pour avancer sur des projets communs et dans le cadre de coopération mutuellement avantageuse. S'il y a bien la différence avec l'Union européenne, qui a été mise en place dès le départ, avant même, en pleine guerre, en pleine Seconde Guerre mondiale, par les États-Unis, avec la volonté de mettre l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale sous leur coupe pour arriver à déclencher une nouvelle guerre contre la Fédération de Russie aujourd'hui. Alors, vous dénoncez dans votre ouvrage la corruption de Kiev depuis la révolution de l'Euromaïdan en 2014, alors que les États-Unis et l'Union européenne parlent du gouvernement ukrainien comme étant une démocratie occidentale. Alors, quels sont les faits? Oui, alors je me suis arrêté sur cet aspect parce que justement, dans le discours des politiciens de l'Union européenne, je dis les politiciens parce que l'intérêt général n'est plus leur souci, on le sait bien. L'intérêt général des gens qui sont au pouvoir au sein de l'Union européenne, ce sont des intérêts très particuliers qui sont ceux des grandes banques et des grandes industries. Tous les faits le montrent. Si vous voulez, tout ce qui s'est développé au travers de cette Union européenne, ça a été sans arrêt, déjà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça a été de supprimer, d'écarter la langue française des institutions pour imposer l'anglais. Vous remarquerez que dans l'Union européenne, vous avez encore aujourd'hui des documents qui ne sont émis qu'en anglais, alors que l'Angleterre ne fait plus partie, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne. Et si on garde l'anglais, s'ils ont décidé de garder l'anglais, parce que l'anglais, c'est la langue du business des États-Unis, c'est la langue des milieux anglo-saxons de la finance. C'est la seule chose qui fait qu'il faut continuer d'alimenter et de donner au peuple l'habitude de parler en anglais. Parce que quand on les habitue à une langue, au bout d'un moment, les normes de ce pays, d'où vient la langue, devient la norme de référence des populations. Mais est-ce que vous pouvez en venir plus particulièrement aux actions du gouvernement kievien depuis 2014? Voilà. Alors, j'y viens. Alors, justement, ça a été... je me suis arrêté sur ce passage parce qu'on entend parler de Kiev comme une démocratie qui serait agressée par la Russie. Alors, donc, on s'intéresse, bien sûr, quand il y a un phénomène pareil, on cherche à savoir quelle est la nature du pouvoir à Kiev. Alors déjà, on constate que ce pouvoir, il a été instauré par des élections truquées, par un véritable coup d'État. Comme je le rappelle dans le livre, il y a des documents aujourd'hui de la CIA qui commencent à sortir, qui ont été mis à jour, et l'on s'aperçoit que depuis les années 30, les États-Unis n'ont eu de cesse d'intervenir et de s'ingérer dans les affaires de l'Ukraine, y compris avec le soutien parfois des Anglais, des Allemands, pour essayer de déstabiliser l'Ukraine, quel que soit le régime qui soit en place en Ukraine, pour en faire une plateforme contre la Fédération de Russie. Ça, c'était un objectif que poursuivent les États-Unis depuis les années 30. Vous avez vu, je donne les noms de rapports, je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails, parce que c'est des rapports, c'est des milliers de pages, mais je donne les noms d'opérations successives qui ont été conduites par les États-Unis contre l'Ukraine. Alors, quelle est la nature de ce pouvoir? Démocratie, refus du suffrage universel. Démocratie, les partis politiques, y compris les partis de droite, qui demandent à ce qu'il y ait des négociations de paix avec la Fédération de Russie, sont interdits. Vous avez des députés qui ont été carrément assassinés dans la rue. Démocratie, les médias qui ne tiennent pas le discours gouvernemental sont interdits, y compris des médias de droite qui ont été fermés parce qu'ils critiquaient la politique du gouvernement de Kiev et de Zelensky. Démocratie, alors que vous avez des églises qui sont fermées, qui sont brûlées, comme l'ont fait les nazis pendant la guerre, pour interdire la pratique de la religion orthodoxe qui dépendait de la religion de Moscou, quoi. Et puis démocratie, enfin là c'est très grave, parce que là c'est un génocide auquel participe l'Union européenne et notamment les dirigeants français. Je rappelle quand même le propos de Madame la Première ministre Elisabeth Borne qui a dit « Nous serons jusqu'au bout avec les Ukrainiens ».
Je rappelle quand même que le génocide, c'est quelque chose qui est bien défini dans le droit international, et c'est le fait de porter atteinte d'une manière ou d'une autre à une personne en raison de son appartenance ethnique, de sa langue, etc. Tous les citoyens ukrainiens qui parlaient couramment le russe, qui s'exprimaient en russe, qui lisaient en russe, ont été soit assassinés, soit ont fait l'objet depuis 2014, de 2014 à 2022, pendant 8 années, 8 longues années, ils ont été vraiment, ils ont été assassinés, tués. Il y a eu tous ces commandos de groupes paramilitaires, y compris, qui ont été recrutés, qui ont été envoyés avec des groupes néo-nazis pour essayer d'imposer, de reprendre. En réalité, il ne s'agissait pas de reprendre du pays, des territoires perdus de l'Est de l'Ukraine, il s'agissait de décimer la population qui s'opposait au régime. C'est ça le fond du problème. Et ça s'appelle un génocide. Et aujourd'hui, la France, président Macron en tête, c'est ce que j'écris dans le livre, il enterre quand même les près de 20 000 morts, 20 000 Ukrainiens qui ont été assassinés entre 2014 et 2022 par ces groupes et par l'armée ukrainienne. Alors ça, si le président français est un démocrate, il aurait commencé déjà pour dire stop, ça suffit. Il y a les accords de Minsk 1 et Minsk 2 qui ont été signés entre les parties. Nous avons, nous, dirigeants français, avec les dirigeants allemands, la responsabilité de faire respecter les accords qui ont été signés. Parce que alors, si les accords ne servent à rien, il faut le dire tout de suite. Qu'est-ce qui a été fait justement, puisque l'Allemagne et la France étaient les pays garants du respect de ces accords? Qu'ont-ils fait pour que ces accords soient en effet respectés? Ce qu'ils ont fait, ils ont fourni des armes. Ça veut dire qu'ils ont non seulement admis que les accords n'étaient pas respectés, ils ont refusé toute démarche diplomatique pour contraindre Kiev à respecter les accords qui avaient été signés, les accords de Minsk. Mais en plus de ça, quand l'ancien président Poroshenko s'est vanté en disant n'importe comment, pour nous, les accords de Minsk, c'était juste un moyen de gagner du temps, le temps de nous réarmer pour pouvoir affronter la Russie. Hein, je cite de mémoire. Et Zelensky, qui est venu après, qui est une marionnette entre les mains des États-Unis, je veux dire, il a poursuivi et puis il a. Bon, il y a un aspect psychiatrique dans son comportement. Même les États-Unis aujourd'hui ne savent plus comment se débarrasser de lui, je veux dire. Mais c'est dramatique parce que vous avez un pays qui a été mis à feu et à sang. Vous avez encore aujourd'hui des gens qui sont poursuivis parce qu'ils parlent russe, parce qu'ils veulent lire russe, parce qu'ils veulent s'exprimer en russe. Ils sont menacés de prison, ils sont assassinés. Et puis vous avez aussi ce qui a été mis en place. On voit bien la volonté des États-Unis, du reste, de créer la guerre au sein de l'Europe. C'est de la mise en place de ce site internet Mirodvorets, qui a été d'abord hébergé dans les serveurs de l'OTAN, au quartier généraux de l'OTAN à Bruxelles. Il fonctionne sous la responsabilité de fonctionnaires des renseignements ukrainiens, des services de renseignement ukrainiens, et où l'on dénonce, ce site dénonçait carrément à la vindicte, donnait les noms de personnes qui étaient considérées comme ennemis pour l'Ukraine, mais en réalité dangereux pour le régime. Alors vous avez des acteurs de cinéma des États-Unis qui ont pris, par exemple, position contre la guerre. Vous avez Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, vous avez des députés. Thierry Mariani. Voilà, Thierry Mariani et d'autres. Voilà, des chanteurs, des journalistes du Monde, de l'AFP qui ont été listés. Et quand à chaque fois, évidemment, c'est une manière de désigner, sur ce site apparaissaient leurs noms, leurs prénoms, leurs adresses personnelles, leurs comptes en banque quand ils pouvaient les avoir, etc. Tout un tas d'éléments. Et vous avez des groupes, les groupes mercenaires et néo-nazis ultra, qui ont été envoyés et ils n'ont même pas été envoyés. Ils se sont servis de l'outil mis à leur disposition pour assassiner ces gens. Et à chaque fois qu'un député tombait, un journaliste était assassiné, il y a eu des cas, plusieurs centaines, vous aviez sur le site qui apparaissait décédé, abattu, un peu comme pour dire, voyez, on les a eus, quoi. Hein. Alors maintenant, voilà. Donc mais tout ça, si vous voulez, tout ce que l'on voit aujourd'hui avec l'Ukraine, pour les États-Unis, c'est évidemment, pour les grandes sociétés transnationales,
un moyen de s'approprier les richesses de l'Ukraine, enfin ce qu'il en reste, hein, Oui, parce que industriel. vous dites, vous expliquez que les États-Unis se glorifient toujours d'aider l'Ukraine, mais en fait, c'est quoi la contrepartie de toutes ces aides? Alors justement, c'est ce que souligne quand je l'ai interviewé euh, John Perkins, qui était un ancien assassin économique, et il me dit il faut bien préciser, ces aides, ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts. Parce que l'essentiel dans un conflit comme celui qui a été déclenché par les États-Unis, où que ce soit contre la République, l'ancienne République fédérative de Yougoslavie ou contre l'Ukraine, c'est de créer une dette de manière à ce que l'État, après, soit obligé de rembourser ses dettes. Et quand tout est détruit pratiquement et que l'État ne peut plus rembourser ses dettes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lui dit, bon, bah, écoutez, en guise de remboursement, bon, je schématise, hein, vous allez privatiser tel secteur des télécommunications qui nous intéresse. On a ici une société transnationale qui peut se permettre de moderniser, de reprendre, de reconstruire et de moderniser ce que nous avons détruit. En gros, Oui, c'est c'est ce ça, que hein. BlackRock a fait, oui. Ils ont déjà Voilà, signé des exactement. accords Et, pour et reconstruire l'Ukraine. tout à fait. Et en se répartissant évidemment les biens les plus juteux, les plus rentables de l'économie. Et vous Mais expliquez, derrière tout ça, excusez-moi, derrière tout ça, ce qui intéresse les États-Unis, ce qui intéresse la grande finance, c'est que les Européens soient divisés. Alors pour ça, ils ont l'Union européenne. Vous avez bien vu l'attitude de l'Union européenne par rapport à l'Ukraine, qui a emboîté le pas aux États-Unis. Et la grande finance, les Rockefeller et compagnie se frottent les mains, parce que bien évidemment, pendant que les Européens sont divisés entre eux, sur la question de l'Ukraine, ça permet aux transnationales de continuer de travailler non seulement à pomper, à s'accaparer les biens de ce pays, mais aussi ça leur permet au prétexte de sécurité, en désignant toujours la Russie comme le méchant adversaire, de renforcer l'OTAN sur le territoire des pays baltes jusqu'à la Grèce. un détail très important dans votre ouvrage sur les motivations qui ont poussé la Russie à intervenir ce fameux février, au mois de février 2022, c'était les observateurs de l'OSCE qui constataient le nombre d'impacts qui tombaient sur le Donbass, bombardé par Kiev. Il y avait donc 80 impacts le 16 février juste avant l'attaque, et le jour de l'attaque, il y en avait 2000. Oui, tout à fait. Alors ça, ce sont des faits qu'on n'a pas vu apparaître dans la presse française, mais je veux dire, chacun peut y avoir accès. Ce sont des faits qui sont recensés au sein du HCR, etc. Là, il y a toutes les données. Alors, je sais qu'il y avait eu un article à un moment dans Libération. Et alors, pour essayer de justifier l'agression occidentale contre la Russie par Ukraine interposée, alors c'était de dire ah oui, mais sur les 18 000 morts de l'époque, il n'y a pas que des Ukrainiens de l'Est, c'était désigné comme ça, en gros, hein. Il y a aussi des forces militaires ukrainiennes. Alors déjà, le nombre de militaires ukrainiens qui sont décédés, il est minime dans ces attaques. Et en plus, je dirais presque que c'est normal qu'il y en ait qui soient morts, puisque ce sont eux qui étaient les agresseurs contre une population qui refusait un régime mis en place par les États-Unis. Il est là le fond du problème. Alors, vous expliquez aussi que dès le mois de mars 2022, la Russie avait négocié une paix avec les autorités de Kiev, négociation conclue par l'accord d'Istanbul. La guerre a continué parce que le Premier ministre britannique de l'époque, Johnson, avait menacé de suspendre l'aide occidentale si Kiev cessait la guerre. Donc ça, c'est extrêmement important, vous le précisez bien dans votre ouvrage. L'appropriation des richesses, Jean-Loup Isambert, des pays par les États-Unis n'est pas un phénomène nouveau. Comment s'organise le rapt de ceux que vous appelez, vous l'évoquiez tout à l'heure, les assassins économiques ou les chacals, vous les appelez aussi? Oui, alors les assassins économiques, ce sont des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui travaillent. Alors ils sont la plupart du temps en costume cravate, ou s'ils vont en Afrique ou dans des pays d'Asie,
ils se fondent à la couleur locale, ils font des forums sur le développement économique, sur évidemment les intérêts de travailler avec des sociétés transnationales aux États-Unis, mais ils sont aussi présents à l'intérieur de banques, à l'intérieur de cabinets conseils, de sociétés d'avocats, de sociétés comme McKinsey. Et d'autres comme Pfizer, sont des gens qui travaillent le marché, si j'ose dire, bien en amont. Ils vont repérer, je dirais, la climatologie d'un marché, c'est-à-dire voir ce que l'on peut faire et ce que les sociétés transnationales, ce que des sociétés transnationales peuvent tirer de tels marchés, de la pharmacie, de l'électricité, du nucléaire, etc. Et donc, ils sont envoyés, ils travaillent sur ces plans. Ces plans sont soumis après aux directions, donc aux états-majors de ces sociétés, et qui décident, par exemple, de s'approprier, on va dire, les richesses, le pétrole de l'Irak, de s'approprier d'autres richesses. Donc, c'est bien les dirigeants de ces grandes entreprises transnationales qui donnent l'ordre à Tout à des fait. gouvernements républicains ou démocrates, peu importe, d'agir dans les pays tiers. Exactement, tout à fait. Alors, mais ça va très loin. Par exemple, ce sont eux qui ont travaillé à déstabiliser financièrement la Grèce. Et après avoir déstabilisé, le cas de la Grèce, c'est un cas intéressant. Ils ont déstabilisé financièrement la Grèce, ils ont surendetté la Grèce. Goldman Et après, Sachs. et vous avez l'Union européenne après qui intervient en disant on va sauver la Grèce, etc. Mais qui sauve la Grèce? Les contribuables européens. Et qui profite de cette situation de surendettement? Les sociétés transnationales, Goldman Sachs et compagnie aux États-Unis. Et Alors, ces grandes sociétés transnationales sont également, vous l'expliquez dans votre ouvrage, aidées par le FMI et la Banque mondiale, qui oui, vont dans leur sens. voilà, qui sont un peu je dirais, des outils qui sont là pour soutenir leur démarche, pour les accompagner, quoi. Et puis je dirais, pour réglementer l'accaparement des richesses. Alors, Sous couvert, tout ça, de reconstruction, ouais. bien sûr. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, le cabinet de conseil américain McKinsey, parmi ces acteurs de la criminalité financière, c'est un mot très lourd. La Macronie, on le sait, a versé plus d'1 milliard à McKinsey, 1 milliard d'euros rien qu'en 2021. Pourquoi aller jusqu'à parler de criminalité? Bah, je parle de criminalité financière parce que vous avez deux sociétés qui sont très présentes actuellement sur le versant ouest et central de l'Europe. C'est McKinsey et Pfizer. Alors, je parle de criminalité, pourquoi? Parce qu'il faut savoir quand même que la société Pfizer a été condamnée entre 2000 et 2023 à plus de 10 milliards, je dis bien 10, ça doit être près de 11 milliards, 10 milliards 84, 940 millions et quelques de pénalités dans des affaires très graves, tromperie, trucage de marché, pots de vin, sur des marchés de la pharmacie quand même, hein. Et ils ont été obligés de négocier aux États-Unis. Je veux dire, c'est des amendes qui portent sur des centaines de millions de dollars. On est dans le domaine de la criminalité financière. McKinsey est un petit joueur à côté de Pfizer, parce que je crois depuis 2014, McKinsey et ses filiales en sont, si je me fie au site de Violation Tracker aux États-Unis, qui surveille l'éthique des sociétés, ils en sont à 647 millions de dollars de pénalités également. Aussi vous avez vu, je donne des exemples du reste dans le livre, de marchés sur lesquels McKinsey a été impliqué dans des affaires qui ne relèvent pas de l'erreur comptable, je veux dire. Et où vous trouvez, par exemple, l'UBS, excellente compagnie suisse d'aviation, qui était réputée pour sa qualité, comme par hasard, il va être mal conseillé par McKinsey. Et ce mauvais conseil va la conduire à déposer le bilan. Moi, je Rappelons trouve que d'ailleurs que la branche française de McKinsey est basée au Delaware, l'État américain connu comme étant un paradis fiscal, d'ailleurs, État d'où est issu le président Biden, donc pas d'impôt de McKinsey en France. Et vous évoquez aussi les portes tournantes, ce passage permanent du personnel entre ces officines privées et l'État qui
permet une réelle atteinte aux intérêts supérieurs des nations. Oui, tout à fait. Vous avez là-dessus un rapport très important qui a été fait par le Sénat français, dont on n'entend plus parler aujourd'hui. C'est regrettable du reste parce qu'il y avait eu une commission d'enquête du Sénat avec une sénatrice communiste, je crois, et un sénateur de l'UMP, et qui avait fait un très gros travail sur justement l'influence des cabinets anglo-saxons sur le fonctionnement de l'État, jusqu'à orienter ses décisions politiques. Et c'est vraiment un rapport important. Et alors, la pratique vient encore essentiellement du monde anglo-saxon, principalement des États-Unis, où vous avez, c'est ce que m'explique John Perkins quand j'en discute avec lui, quand je l'interviewe, dans la deuxième interview, et il me dit, mais c'est au point où il y a un tel passage des gens qui viennent de l'État au secteur privé ou du secteur privé à l'État qu'on ne sait plus trop quand ils sont au niveau de l'État, s'ils travaillent pour l'État ou s'ils travaillent pour le secteur privé. Et vous avez évoquez ce pour la deuxième fois, excusez-moi Jean-Louis Zambert, ce John Perkins que vous évoquez souvent dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en 2 mots? C'est très important. Ouais, c'est quelqu'un de remarquable qui a été très courageux. Il a travaillé pendant près de 15 années comme assassin économique. Il a été recruté dans les années 70 par le groupe Betchel. Il a été recruté en réalité par un agent de la NSA, National Security Agency. Et John était recruté donc pour travailler pour le groupe Betchel. Et il travaillait lui au départ principalement sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et l'un de ses premiers travaux, et il s'en est aperçu après, parce qu'on lui disait de partir. Lui, il allait tranquillement, il pensait qu'il s'agissait de trouver des marchés pour des firmes des États-Unis. Mais en réalité, c'était bien autre chose qui est venu après, où il a été en contact avec des gens du renseignement qui sont carrément présents à l'intérieur de ces groupes et qui lui disaient, mais John, tu comprends bien que si on veut ce marché, il faut qu'on liquide tel aspect, il faut provoquer un trouble financier, si on veut s'accaparer ce marché. Et il a continué pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Et il a vu des choses catastrophiques. Et c'est évident qu'au bout d'un moment, il a dit, mais là, moi, je n'agis plus dans l'intérêt des États-Unis. Là j'agis au profit de groupes financiers qui n'ont rien à faire de la situation des États-Unis, qui sont juste là. C'est un véritable pillage, comme il me l'a dit. Et moi, je ne marche plus là-dedans. Et pour quitter le système, ça n'a pas été très facile. Il a été l'objet de menaces. Il est tombé un jour gravement malade. Il a été sauvé de justesse. Et il a donc publié un premier ouvrage et puis un second, justement sur son rôle d'assassin économique, et où il explique toutes les années qu'il a vécues. Et quand je l'interviewe, et il me dit du reste, mais quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, moi, quand je travaillais là-dessus dans les années 75-80, c'était des faits qui pouvaient paraître qui étaient épisodiques: corruption, pot de vin, sexe, chantage. Mais il dit aujourd'hui, c'est presque devenu la norme. Alors, ces réseaux atlantistes, vous l'expliquez très bien, ils ont permis l'émergence politique et médiatique d'un certain Emmanuel Macron. Alors, comment son ascension s'est-elle organisée au sein de ces milieux atlantistes? Ce qui est intéressant avec ces milieux atlantistes, c'est que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ils procèdent un peu partout de la même façon. C'est-à-dire que ça consiste à repérer d'abord la personne qui va pouvoir présenter un intérêt plus tard, à rentrer en contact avec elle. Donc on l'approche, puis on lui dit, mais pourquoi ne viendriez-vous pas présenter votre candidature, par exemple, à la French American Foundation? Ça serait intéressant pour vous de voir comment nous fonctionnons, et puis ça là vous permettrait de rencontrer des hommes d'affaires aux États-Unis. Le président Macron est le président français qui a fait le plus de voyages aux États-Unis. Et donc, il va dans ces cercles. Ce n'était pas un très bon élève, un élève très assidu, mais il fréquentait d'autres cercles. Et vous retrouvez partout, Institut Epson, etc., vous retrouvez partout des représentants des grandes banques, des gens qui fricotent plus ou moins avec les services de renseignement, principalement états-uniens,
Et puis, vous retrouvez aussi tous ces agents d'influence, lobbyistes de grandes sociétés transnationales, parce que qui peuvent aussi trouver des individus qui, plus tard, peuvent intéresser le groupe de lobbyistes pour lesquels ils travaillent. Donc, au départ, le président Macron a été, et puis en plus, il a été ainsi introduit par ses banquiers à la Rothschild. Entre 2008 et 2012? Voilà, un jeune inspecteur des finances, la Rothschild. Puis à la banque Rothschild, bon, il a fait un bon coup une fois, Oui, puisqu'il le a fait rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer par Nestlé. voilà. Alors Au, après, il au nous dit qu'il a que 1,5 million d'euros de capital, mais il aurait le contrat se montait à 10 milliards d'euros. oui, c'est ça. Et Jean-Pierre Chevalier nous a expliqué que selon les commissions que les agents Rothschild devaient percevoir, le chef de l'État n'avait certainement pas que 500 000 euros sur son compte en banque. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Alors, ce qui serait intéressant, après, ce qu'il faut s'intéresser, c'est aux comptes offshore. Mais ils ne sont pas évidemment au nom du président Macron, hein. Là, il faut. Dans la mafia, ils ont trouvé un truc. Dans certaines organisations mafieuses, les comptes sont généralement ouverts au nom de jeune fille de l'épouse de celui qui dirige le clan. Alors, pour revenir à ce parcours du président Macron après la Rothschild, c'est de l'introduire à l'Élysée. Alors évidemment, on ne va pas l'introduire comme ça. C'est pas un élu, c'est un énarque. Il a fait le parcours de la finance. Rothschild, il est recommandé à Rothschild. Il rentre à la Rothschild, il fait son parcours à la Rothschild, donc. Et puis après, on va l'introduire à l'Élysée. Parce que qu'est-ce qu'il a, le président Macron? Ça se passe bien. Il est en contact avec pas mal de lobbyistes, de gens de chez McKinsey déjà à l'époque, hein, dont un sera un des directeurs de McKinsey France. Donc il a de l'entre-gens, comme on dit, hein. Il sait exploiter les contacts, il sait les créer. Il va faire il va participer à la campagne, à l'établissement du programme politique de François Hollande. Et on va le retrouver donc au pôle économique et financier comme conseiller du président de la République. On peut considérer qu'à partir de ce moment-là, il est en place. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à travailler. Il va être à l'origine de lois qui vont conduire à la privatisation de secteurs qui fonctionnaient bien, du reste. Parce que quand vous regardez ce qui est intéressant avec le recul du temps, 4 ou 5 ans plus tard, des secteurs publics qui fonctionnaient bien dans le secteur du transport ou autres, qui ont été privatisés, que vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du gaz, par exemple, ou dans le domaine du transport, entre Primagaz et puis Engie, où ça fonctionnait très bien avec Engie, et les secteurs qui ont été repris par Primagaz, aujourd'hui, c'est catastrophique. Je veux dire, hein, vous avez des clients qui sont plus clients de Primagaz depuis des années, qui continuent de recevoir des relances pour des factures qu'ils ne doivent pas. Ça vous donne une idée de l'organisation d'entreprise et du management. Et vous expliquez aussi très bien que pour la vente d'Alstom Énergie au géant Voilà. américain General Electric, l'entreprise Alstom était en parfaite santé financière, avait des commandes, avait un chiffre d'affaires tout à fait honorable, mais il est bien à l'origine de cette vente, de cette donation, dites-vous. Exactement. Alors, il a du reste commandé un rapport à l'époque qui a été plus ou moins secret pour savoir dans quelle mesure la vente pouvait s'opérer. C'est-à-dire que déjà, il travaillait dans l'optique, alors qu'il n'était pas président de la République, qu'il était avant même d'être ministre de l'économie du gouvernement Valls, il préparait la vente d'Alstom. Il a travaillé sur la vente d'Alstom à General Electric. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que General Electric, c'est une curieuse entreprise. C'est une entreprise qui a été au bord du dépôt de bilan, qui a été sauvée par les subventions de l'État US, et puis alors avec une organisation d'entreprise qui laisse pour le moins désirer. Vous avez vu bon, toutes les différents scandales qu'il y a eu entre le harcèlement sexuel, harcèlement moral, des filiales qui ont été liquidées. Donc, une entreprise vraiment qui n'est pas... vous êtes entrepreneur, vous vous intéressez à celui qui va vous racheter. On ne peut pas dire que la General Electric est vraiment une très belle carte de visite. Peu de médias en ont parlé en France à cette époque. Parce qu'évidemment, ce qui retient l'attention quand on travaille dans les médias, c'est qu'est-ce que c'est que cette opération, comment elle va se dérouler, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est à qui va être vendue cette partie de ce morceau d'Alstom.
Alors en plus, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment le cœur stratégique d'Alstom. C'est où on retrouve une entreprise qui est engagée sur des marchés internationaux dans des domaines stratégiques, dont celui de la défense. Donc, alors, je dis que le président Macron, vous avez vu, je l'explique dans le livre, parce que quand on est journaliste d'investigation, on a souvent le nez sur le guidon, comme on dit, on est pris par les faits, par l'actualité qui vient. Et puis quand on prend les choses avec du recul, qu'on commence à fouiller dans les archives, qu'on prend le temps de voir comment s'enchaînent les faits les uns derrière les autres, quels sont les intervenants, là vous découvrez des choses. Par exemple, vous découvrez le président Macron qui déclare devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale que le gouvernement, alors qu'il est ministre de l'économie du gouvernement Valls, il vient de succéder à M. Arnaud Montebourg, et il dit le gouvernement, le gouvernement s'est retrouvé ficelé devant un projet qui était totalement bouclé et nous n'avions pas d'autre choix, en gros. Alors qu'il avait un autre choix puisqu'il pouvait très bien, vous avez vu, j'explique pourquoi, il pouvait très bien s'opposer à l'époque à la vente d'Alstom à General Electric. Il ne l'a pas fait. Il n'est pas là pour défendre Alstom, il est là pour satisfaire les intérêts de General Electric, une transnationale de l'étranger, avec tout ce que ça comporte sur le plan, sur les conséquences sur l'activité française pour sa défense, l'énergie, etc. Parce qu'il y a un autre problème dont je n'ai pas parlé dans le livre avec cette affaire Alstom. Il faut savoir que les Russes, le ministère de l'économie russe avait proposé qu'Alstom soit partenaire avec la Russie sur la construction de la ligne à très grande vitesse qui est en train d'être construite entre Moscou et Pékin et qui doit relier Moscou à Pékin en 48 heures. C'était un marché fabuleux pour Alstom, c'était intéressant non seulement financièrement, c'était intéressant en termes d'emploi et dans la durée aussi. Et quand les Russes ont vu qu'il y avait la volonté du pouvoir politique français d'abandonner Alstom à General Electric, ils ont dit stop. Nous ne faisons pas travailler des entreprises sur un secteur stratégique comme celui d'une liaison entre Moscou et Pékin, une entreprise qui est liée aux intérêts des États-Unis, qui plus est une entreprise qui, de notre point de vue, n'est pas fiable. Pas fiable parce que General Electric... Jean-Louis Zambert, encore deux questions parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet entretien. D'abord sur les faillites des banques, vous les citez, SVB, Signature Bank, Silvergate Bank, First Republic. Vous redoutez une crise financière d'une ampleur inédite et vous dites à côté 2008, ça sera de la rigolade. Alors comment on pourrait inciter, aider nos téléspectateurs à se prémunir de ce choc que vous redoutez et que beaucoup d'autres redoutent d'ailleurs? Vous savez, c'est une excellente question, mais qui demande un développement. Je dirais qu'il y a la seule solution politique qui existe, et votre question est intéressante parce que elle touche le citoyen, elle concerne chaque citoyen, et en même temps, elle pose la question du contrôle des richesses du pays. C'est-à-dire que pour se préserver, de mon avis, il faut dans un premier temps la nationalisation totale du secteur bancaire et financier, sauf les sociétés de banque coopératives dont les dirigeants devraient être incités à appliquer les critères de gestion des sociétés coopératives et en faire des entreprises qui soient démocratiques, c'est-à-dire que ce sont les sociétaires propriétaires du capital qui contrôlent l'utilisation des fonds. Pour ce qui est des banques capitalistes ou des banques commerciales, si vous préférez, telles qu'elles sont définies dans le Code monétaire et financier, je pense qu'il faudrait repenser complètement le paysage bancaire, parce que vous avez aujourd'hui plusieurs intervenants bancaires, Société Générale, BNP, le Crédit Lyonnais, etc., qui font pratiquement les mêmes services, les mêmes propositions. Est-ce qu'on a besoin de tant de banques pour faire les mêmes services? Non, il y a ce qui concerne les banques d'affaires, les banques d'investissement, et il y a la banque particulier au service du développement, au service du particulier. Et c'est pour ça qu'au travers de votre question, vous allez voir que ça va très loin, parce que je pense que les gens qui proposent aujourd'hui de sortir de l'Union européenne sans proposer, dans un premier temps, je dis bien la nationalisation totale du secteur bancaire et financier, trompent les gens, ils trompent les Français. Parce qu'on peut sortir de l'Union européenne, mais si la grande finance garde les mains libres sur l'économie,
c'est comme si vous ne faisiez rien pratiquement. Bon, vous vous débarrassez du carcan de l'Union européenne, c'est une chose, mais la grande finance sera toujours bien présente pour essayer de rafler ce qu'elle a envie de rafler. Donc, à mon avis, l'idéal, dans une société, je dirais pas socialiste, mais dans une démocratie avancée, ça serait, dans un premier temps, pour empêcher la grande finance de déstabiliser l'État, de faire cette nationalisation totale du secteur bancaire et financier en sortant de l'Union européenne, et après d'avoir trois secteurs bancaires, je dirais. C'est-à-dire un secteur bancaire privé, avec une grande banque privée ou deux grandes banques privées, un secteur public et un secteur coopératif. Et parce que, bon, il faut qu'il y ait ça sera intéressant pour les Français. C'est un peu ce qui existe, bon, avec la domination de la finance, mais c'est un peu ce qui existe au Canada, où vous avez banque privée, banque coopérative et banque nationale, si vous voulez. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que si vous sortez de l'Union européenne et que vous ne faites pas cette nationalisation du secteur bancaire et financier, la grande finance va tout faire pour empêcher, pour entraver le développement économique du pays. Ça, c'est l'histoire le montre. Partout où ça a été fait, elle a agi comme ça. Et partout où elle continue d'agir aujourd'hui, que ce soit au Venezuela, que ce soit contre la Russie, même contre l'Europe, regardez les amendes incroyables qui ont été infligées à des banques françaises aux États-Unis parce qu'elles ont eu le malheur de commercer avec des pays que leur interdisent. Que prétendent leur interdire le gouvernement des États-Unis. Et c'est ces gens-là qui viennent faire parler de l'économie de marché, de la libre concurrence, etc., quand ils sont les premiers à mettre partout des protections, mais des protections pour protéger leurs propres intérêts. Dernière question, Jean-Louis Zambert. Vous dites qu'après la guerre en Ukraine, les Américains, les États-Unis préparent une confrontation avec la Chine. Alors, où voyez-vous les prémices d'un tel conflit? On le voit de deux manières, au point de vue économique et financier, avec les barrages qui sont faits sur la diffusion de produits commerciaux qui viennent de Chine. Je pense à Huawei, par exemple, qui, au nom de la sécurité nationale, a été interdit à la vente sur le territoire des États-Unis. En réalité, ce que ne supportent pas les États-Unis, c'est d'avoir un matériel concurrent qui soit plus performant. Ils ont fait la même chose avec Toyota. Très curieusement, Toyota est devenue en 2023, 2022 ou 2023 la marque qui a vendu le plus d'automobiles aux États-Unis devant General Motors. Et au même moment, comme par hasard, Toyota a fait l'objet d'une campagne de presse incroyable dans les médias contre Toyota, je veux dire. Hein. C'était vraiment. Et Huawei, avec la Chine, c'est pareil. Et puis, vous avez aussi les manœuvres. Alors, manœuvres militaires avec. Surtout du côté de la mer de Chine, avec les tentatives de faire pression sur Taïwan. Mais tout ça, c'est voué à l'échec. Ça peut marcher un moment, mais de plus en plus, regardez, même dans le cas de l'Ukraine, de plus en plus de dirigeants européens sont en train de s'apercevoir qu'ils ont été menés en bateau. Et ils disent, mais on s'est aligné sur les États-Unis, puis au bout, quoi? Au bout, on a laissé détruire un de nos pays. C'est opposé entre nous, et qu'est-ce qu'on va devenir là-dedans? Et il commence, alors c'est lent parce que la prise de conscience est lente, bien sûr, parce qu'il y a un flot de propagande politico-médiatique depuis les États-Unis et les centres de communication de l'Union européenne, qui est très important. Hein, on le voit bien, ils envoient des communiqués tous les jours pratiquement à une multitude de médias en espérant qu'ils reprennent leur discours. Mais c'est un discours qui prend de moins en moins avec la réalité parce qu'ils ne savent plus comment s'en sortir de l'Ukraine. Parce que là, c'est une défaite de l'OTAN et c'est une défaite des États-Unis sur le sol européen. Et ce que je souhaite, moi, c'est que les peuples européens se retrouvent. Mais ce n'est pas possible dans le cadre de l'Union européenne. Il y a des choses aujourd'hui. À long terme, un dérapage de ce conflit sino-américain, parce que là, vous évoquez la confrontation économique avec Toyota, avec Huawei. Est-ce qu'on peut imaginer une confrontation qui déraperait sur le militaire entre les deux puissances? C'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable parce qu'aujourd'hui, ce qui Est-ce que c'est imaginable? Le rapport de force, c'est imaginable tenant compte du fait que les milieux impérialistes de Washington, vous avez des fous là-dedans. Hein. C'est-à-dire des gens, le docteur Folamour, hein, sont des gens qui n'imaginent pas le monde en dehors du dollar
et de la bannière étoilée qui flotte sur toutes les capitales. Ce sont vraiment des malades, hein. Mais vous avez, heureusement, ce n'est pas la majorité, mais vous avez quand même vous avez au niveau du militaire, au niveau du renseignement même, on voit bien, il y a des agents de la CIA qui n'acceptent plus aujourd'hui, qui quittent l'agence même parce qu'ils ne veulent plus travailler pour la grande finance, pour des intérêts privés. Autant ils sont prêts à s'engager pour la défense de leur pays, sur leurs frontières, sur les intérêts de leur pays, autant ils ne marchent de moins en moins. On l'a vu, il y a eu le cas de Philippe Hadji il y a des années, mais il y en a d'autres depuis, où ils refusent, si vous voulez, d'être l'agence non plus des États-Unis, mais de Rockefeller. Donc ça, et ce qu'il faut bien voir, c'est que le rapport de force est en train, tout doucement, progressivement, avec un tas d'aléas, mais ça c'est normal, c'est la vie, de changer. Et aujourd'hui, le pays qui est isolé, ce n'est pas la Fédération de Russie. Les pays qui sont isolés, ce sont les États-Unis, de plus en plus avec les pays de l'Union européenne qui se sont alignés sur les États-Unis. Et la Russie, de son côté, on parlait tout à l'heure de la ligne à très grande vitesse entre Moscou et Pékin, avec la volonté de la part de la Russie d'y associer Alstom. Bon, ça a été mis en échec, c'est une compagnie chinoise qui a pris la place. Et on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez la Russie, la Chine, vous avez les BRICS, vous avez l'Union économique eurasiatique qui se met en place et qui se développe, vous avez l'Organisation de coopération et de sécurité, dite Organisation de Shanghai aussi, qui est née en 2000, qui s'est développée depuis. Vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui disent, nous, le dollar, on n'en veut plus pour les échanges du pétrole, nous négocions en monnaie locale notre commerce international. Alors évidemment, ça ne plaît pas aux États-Unis, mais vous savez, à travers même les régimes qu'on peut voir, nous, les plus rétrogrades, etc., il y a des choses qui bougent parce que les peuples sont en train de s'apercevoir que l'intérêt des États-Unis, c'est d'abord l'intérêt des États-Unis. Ce n'est pas du tout ce que l'on aura inventé pendant des décennies en disant, mais si vous êtes avec nous, comme le disait George Bush, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, ben aujourd'hui, de plus en plus de peuples sont contre eux, contre les États-Unis, parce qu'ils s'aperçoivent qu'être avec eux, c'est être contre leur propre pays, quoi. Donc ça, on le voit bien. Vous avez vu, je voulais terminer le livre sur une fin optimiste, mais je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout lire, mais c'est formidable ce qui est en train de se passer. Je veux dire, entre ces pays, vous avez des pays avec des systèmes sociaux et politiques, et des cultures même, complètement différentes, la Russie, la Chine, l'Iran, mais qui dressent, ce qui est positif, c'est que ces pays, entre eux, font des coopérations mutuellement avantageuses pour leur peuple. Pas de principe d'ingérence. Voilà. Et ça, c'est le premier principe à faire respecter. Et c'est vous dire qu'on a dû travailler en France, parce que déjà, il faudrait sortir de l'Union européenne, et après, il faudrait remettre la grande finance à sa place en disant, s'il vous plaît, messieurs, faire des affaires, d'accord, mais les affaires, elles vont profiter d'abord aux Français et à ceux avec qui nous allons travailler. Retour à la réelle politique. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Louis Zambert. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Destructeurs, US Imperium, la fin, un nouveau monde émerge. C'est publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Quant à nous, merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous invite, comme d'habitude, à cliquer sur le pouce en l'air, à commenter cet entretien, à le partager un maximum pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.